invité du jour, Jean-François Faure, président fondateur de aucoffre.com, une plateforme d'achat et de vente d'or et de métaux précieux. Bonjour Jean-François. Alors avec vous ce matin, on évoque les pièces d'or à cours légal et leur intérêt pour les investisseurs. Alors on va commencer tout d'abord. Pourquoi crée-t-on encore des pièces d'or chaque année et pour qui ? Alors finalement, c'est donc les États qui créent les pièces d'or à cours légal, puisque ce sont eux qui ont le droit d'émettre des pièces avec une valeur faciale, par exemple. Et donc ce qui est drôle, c'est d'observer que d'un côté, on a des États qui fustigent l'or et qui disent que c'est la relique barbare, etc., et qui continuent pour autant en avoir des réserves. Donc ça veut dire que quelque part, ils considèrent que c'est une valeur refuge, une valeur ultime. Et les raisons pour lesquelles finalement ils en frappent, c'est une manière pour eux, quelque part, déjà d'affirmer la puissance de leur monnaie. Donc on est, vous voyez, sur quelque chose d'un peu ancestral, hein. On en est encore dans la génération du cashless à montrer la puissance de sa monnaie, aussi parce qu'on est capable d'émettre des pièces en or. Donc c'est une volonté presque marketing. Ça permet aussi de montrer le savoir-faire de nos monnaies qui justement savent frapper ce genre de pièces, donc avec souvent des très beaux designs, donc qui sont des exploits de designers. Donc nous par exemple en France on a la monnaie de Paris qui sait parfaitement faire ce genre de produits de très très belle qualité, et au final bien sûr on répond à une demande qui est celle des investisseurs, donc qui souhaitent accumuler de l'or et donc pourquoi pas sous forme de pièces, et des collectionneurs qui savent reconnaître les bonnes affaires. Et alors quelles sont les pièces les plus connues et à quoi correspond leur valeur faciale finalement ? Alors les 3-4 pièces les plus connues vont être essentiellement donc l'Eagle américaine, donc qui est une pièce avec une valeur faciale de $50. Alors c'est une pièce de 1 once, donc sa valeur intrinsèque est plutôt aux alentours de 1200-1300 $ suivant le cours. Donc c'est la pièce la plus frappée au monde, donc suivant les années entre 100 000 et 1 million d'exemplaires. Elle a été vraiment mise sous les projecteurs depuis en fait les différentes dernières crises qu'on a pu avoir en 2008-2011. On a ensuite le Krugerrand qui est la pièce d'or d'investissement à cours légal historique, donc qui est frappée depuis 1967, donc c'est une pièce d'Afrique du Sud. La particularité de cette pièce, donc qui est un peu rouge parce qu'il y a un alliage en cuivre en plus de l'or, donc qui est pas nécessairement très belle, mais en tout cas qui est une pièce extrêmement reconnue mondialement et malheureusement aussi beaucoup copiée. Sa particularité, c'est que en Afrique du Sud, l'once d'or est un cours légal. Donc c'est une pièce sans valeur faciale, vous n'allez pas voir dessus qu'elle vaut, je sais pas, 20 rands ou 30 rands, etc. Non, il n'y a rien de marqué. C'est l'once d'or est une monnaie, c'est la deuxième monnaie officielle d'Afrique du Sud. Et puis vous avez les Maple Leaf, donc comme le nom l'indique, sont des pièces canadiennes. Et là, pareil, avec 50 $ canadiens de valeur faciale, toujours des pièces de 1 once avec différentes déclinaisons. Hein. Vous pouvez descendre à 1/10 d'once, 1/4, 1/2, voire avoir 2 onces. Et là, leur particularité, c'est que ce sont des pièces qui sont très pures. Autant les deux premières, l'Eagle et le Krugerrand, sont des pièces avec un alliage de cuivre ou d'argent suivant les choix qu'ils peuvent faire. Là, les pièces canadiennes sont des pièces très très pures. Donc l'intérêt, c'est que quand vous achetez 1 once, c'est vraiment le poids de cette pièce et aussi la contenance en or pur. La problématique, ce sont des pièces un petit peu plus fragiles. Donc si vous les touchez, si elles tombent, si elles sont rayées, ça marque immédiatement. Et nous, par exemple, chez aucoffre.com, c'est des pièces que pendant une certaine époque, on n'aimait pas trop vendre parce que des fois, elles étaient très brillantes. Sur les photos, ça rendait pas bien. Donc c'était des pièces un peu particulières. Depuis, ils se sont améliorés et donc on a cette pure qualité avec en plus un très beau design. Alors la véritable valeur de ces pièces, c'est finalement lié au poids en or, à sa teneur en or, ou il y a effectivement, vous venez de le dire, si elles sont rayées, à ce moment-là, elles perdent un peu de valeur, ou en fonction du nombre de pièces qui sont émises chaque année? Alors, ça va pas se jouer à grand chose, mais effectivement, la qualité de la pièce va œuvrer à quelques pourcents sur le prix, mais donc clairement intrinsèquement, sur la majorité de ces pièces, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens les achètent, c'est qu'elles suivent strictement le cours de l'or, donc le cours de l'or international, le cours de l'once, et donc elles sont très simples finalement à calculer dans leur prix, puisque si vous avez une pièce de 1 once et que l'once est à par exemple 1300 $, vous savez que votre pièce vaut 1300 $ ou sa conversion en euros.
Donc ce marché de l'or qui est en fait de manière assez étonnante un marché qui est basé finalement sur le cours de l'or papier. Donc tous les échanges quotidiens donc qui se comptent en dizaines ou centaines de tonnes d'or échangé, mais qui sont en grande partie de l'or papier, et c'est ça qui fixe le cours de ces pièces qui ont un petit pourcentage au-dessus de cette valeur, mais qui est lié juste au négoce et à l'offre et à la demande. Et est-ce qu'on peut les acheter ou les vendre facilement? Est-ce qu'il s'agit d'actifs liquides finalement? Alors oui, ce sont des actifs très liquides parce que le marché de l'or est aujourd'hui dans l'univers des marchés financiers, dans les 5 marchés financiers les plus liquides au monde. C'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, mais si vous prenez ne serait-ce que la place de Londres, c'est 40 milliards d'euros ou équivalents qui sont échangés quotidiennement, un peu plus sur la place de New York. Donc vous voyez un petit peu les volumes, c'est énorme. Donc la liquidité, elle est absolue. Par contre, après, il peut y avoir une petite nuance, c'est quand vous vous intéressez à certaines pièces qui vont être un petit peu plus rares, parce que, et c'est aussi un petit peu la logique de cette frappe, c'est que des fois, il y a des tirages qui sont limités, voire très limités. Et là, on se retrouve dans une logique qui est un petit peu différente, qui n'est plus totalement celle de l'investisseur, mais qui devient celle du collectionneur. Et les différentes monnaies qui frappent ce genre de pièces en jouent un petit peu pour créer un peu une forme d'aura autour de ces pièces, une rareté dans le second marché, donc qui est le marché des particuliers, et là plus de l'offre et de la demande. Et est-ce que la fiscalité est avantageuse? Alors la fiscalité, initialement, si on pense à celle de l'or, en France, on s'imagine qu'elle est plutôt désavantageuse parce qu'on pense de suite à la taxe forfaitaire que l'on peut payer quand on rentre dans une boutique, vous remettez vos pièces à celui qui est capable de vous les acheter et vous dit voilà, hop, cette pièce je la reprends, mais je prends aussi une taxe de 11,5. Dans le cas des pièces à cours légal, et c'est souvent compliqué de faire entendre leur spécificité à une boutique, c'est qu'au final ce sont des devises. Alors certains vont dire oui, ce sont des pièces de collection, mais non, une pièce qui est frappée à 100 000 exemplaires, à 1 million d'exemplaires, je suis désolé, ce n'est pas une pièce de collection, c'est bien une devise. Alors c'est vrai que sa valeur intrinsèque, c'est bien celle de l'or, mais sa valeur faciale, légale, est bien celle qui est marquée dessus, donc c'est une devise. Et là, on rentre dans une fiscalité particulière qui est celle des biens meubles, où déjà en dessous d'une transaction de 5 000 €, vous n'avez pas de taxe qui s'applique. Et si cette transaction va au-delà de 5 000 €, vous allez avoir à ce moment-là donc une imposition sur les plus-values, donc 36,2% sur les plus-values, qui va être dégressive dans le temps, à partir de la 3e année, faisant qu'au bout de 22 ans, vous n'avez plus d'imposition dessus. Donc fiscalement, ça peut être effectivement très intéressant sur des quantités qui peuvent être limitées si vous savez les revendre petit à petit. Et alors quel est l'intérêt pour un investisseur de conserver cet or, voire de collectionner ces pièces? Bon, l'intérêt primordial, c'est que c'est avant tout de l'or. Donc on ne va pas reparler des intérêts de l'or et des avantages de l'or en tant que valeur refuge, épargne de précaution, etc. Donc que je disais, reconnu par les États, évidemment reconnu par l'industrie de la finance, puisqu'elle négocie tous les jours, et reconnu par les particuliers. Donc vous avez un consensus là-dessus, totalement universel, d'outils de précaution. Mais après l'intérêt, et donc c'est là où on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est ce que j'évoquais vis-à-vis de cette notion de collection. Et là vous pouvez trouver des pièces qui peuvent être très intéressantes, même dans des choses que l'on peut qualifier de courantes. Je pense par exemple aux souverains, qui sont des pièces à cours légal, qui sont frappées depuis le 19e siècle pour entre guillemets les pièces modernes, et vous en avez des dizaines de types dont certains sont devenus rares ou certains ont des particularités. Je vais prendre un exemple, c'est par exemple Édouard VII, qui est une pièce en or qui est plutôt recherchée dans certains pays parce que c'est une tête d'homme dirigée vers la droite, et donc pour eux ça a un sens plus fort que, imaginons la même pièce avec une face orientée vers la gauche. Vous voyez, donc comme quoi des fois la valeur ça tient à des choses très subjectives ou très locales. Donc là il peut y avoir un petit jeu très intéressant pour constituer à la fois une collection, vous faire plaisir, et pour autant ça reste de l'or. Et donc dans le pire des cas, la valeur intrinsèque de l'or, elle est là, et même si la pièce était absolument abîmée, vous la revendez comme si c'était un lingot, mais ça reste de l'or.
Juste pour terminer, on n'en a pas parlé, la conservation de ces pièces, elle doit être méticuleuse ou non, effectivement, abîmées, elles perdent à peine de leur valeur? Alors, dans le cas des pièces de collection, si elles sont abîmées, elles perdent radicalement de leur valeur, puisqu'elles sont ramenées carrément à la valeur du poids de l'or. Donc plus ce sont des pièces rares, évidemment, il faut les préserver de la meilleure manière. À plus forte raison quand il s'agit de pièces en or pur. Donc je parlais tout à l'heure des Maple Leaf canadiennes, mais vous en avez d'autres, certaines pièces australiennes ou certaines pièces chinoises qui des fois sur certains tirages peuvent être, vous pouvez en avoir même pas 500 ou un millier. Là il faut faire extrêmement attention, donc les mettre dans des blisters, des étuis, des écrins, les manipuler sur la tranche et jamais à plat. Comme des bijoux. Oui, exactement, comme des bijoux. Il faut vraiment y apporter le même soin. Et même si ce ne sont pas des pièces de collection, mais à la fois pour les regarder, vous n'avez quand même pas envie qu'il y ait une balafre en travers de votre pièce lorsque vous la présentez ou vous voulez la revendre à quelqu'un. Non, ni sur votre bijou. Et clairement, c'est exactement pareil. Juste pour terminer, est-ce que selon vous, dans le cadre d'un portefeuille, l'or a-t-il encore un statut de valeur refuge aujourd'hui? Écoutez, là... Depuis les derniers mois, depuis les dernières années, depuis les derniers siècles ou millénaires, l'or a prouvé sa place. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne vous racontera pas. Donc l'or n'est pas là pour rendre les gens plus riches. Par contre, on sait que systématiquement, il les a aidés à devenir moins pauvres qu'ils ne l'étaient dans certaines crises. Donc, ok, les performances passées ne vont pas présumer des performances futures, mais 2008, 2011, on se souvient des crises graves que l'on a pu connaître, l'or était là et quand vous en aviez, vous pouviez à ce moment-là le revendre et essayer ou en tout cas même carrément équilibrer les pertes que vous pouviez avoir eues sur d'autres actifs. Merci beaucoup Jean-François Faure, je le rappelle, vous êtes président fondateur de aucoffre.com.